Nouveau rendez-vous politique sur la chaîne au cœur de nos défis. Bonsoir et bienvenue à tous. Dans le fauteuil blanc, je reçois pour vous une figure de la nouvelle génération d'acteurs politiques prêts à s'assumer, à créer le changement générationnel et à apporter une alternative crédible, porteuse d'espoir pour le peuple burkinabé. C'est le premier vice-président de l'APP Burkindi, l'alternative patriotique panafricaine Burkindi, qui est dans le fauteuil blanc ce soir. Bonsoir. Bonsoir, M. Guébré. Merci de répondre à notre invitation. C'est nous qui vous remercions pour la tribune que vous faites. Docteur Nagesba Issoufou Tawo, vous êtes enseignant-chercheur à l'université Joseph Kizerbo en biologie moléculaire et génétique. Donc, le champ de la recherche dans ce domaine-là, c'est quoi pour vous? Merci une fois de plus pour la tribune qui nous est offerte. Avant de poursuivre, il faut dire que je suis enseignant titulaire à l'Institut des sciences et à l'université Joseph Kizerbo, qui est l'université, mais nous faisons la recherche à ce niveau. Et donc, nous travaillons sur les hépatites virales au Burkina Faso en termes de diagnostic, en termes de génotype des hépatites au Burkina Faso. Les hépatites, ça reste un véritable problème de santé publique, mais on en parle peu. Les hépatites virales, effectivement, constituent un problème de santé publique au Burkina Faso. Il y a de quoi s'inquiéter, non? Aujourd'hui? Il y a de quoi s'inquiéter, mais il faut dire que l'espoir est permis. L'espoir est permis. Avec le laboratoire de biologie moléculaire et de génétique, mon laboratoire d'appartenance, il y a beaucoup de travail qui est fait sur les hépatites virales et sur d'autres virus, et dans le sens de pouvoir apporter un plus à la santé au niveau du Burkina Faso. Qu'est-ce que la recherche nous permet d'avoir aujourd'hui comme acquis dans le cadre de la lutte contre cette maladie? Déjà, c'est la prévalence. Pour pouvoir lutter contre quelque chose, il faut effectivement savoir l'ampleur, l'étendue du mal. Donc nous faisons du diagnostic, et c'est du diagnostic moléculaire donc, qui donne des prévalences fiables et qui permet aux décideurs de prendre des décisions en rapport avec ça. Qu'en est-il de la prévalence? De la prévalence, selon une étude que nous avons réalisée en 2014, nous avons noté une prévalence de 14,47% pour être exact, de la prévalence de l'hépatite B au sein de nos populations. C'est énorme. C'est énorme. C'est pourquoi ça constitue un problème de santé publique et il faut effectivement que dans nos études, nous faisons des recommandations, nous faisons des propositions pour qu'effectivement, il y ait plus de sensibilisation, pour qu'il y ait plus. Parce que c'est une maladie qui n'est pas très bien connue. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de structures qui se créent, ça et là, et qui cherchent en tout cas à apporter leur pierre à la lutte contre ces tueurs silencieux, comme on l'appelle très souvent. D'accord. L'actualité au niveau de l'enseignement supérieur aujourd'hui, c'est bien ce débat autour du CAMES, hein, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, de jeunes enseignants vus comme une menace pour les aînés, à votre avis? Vous qui avez commencé justement il y a 2 ans. Comme une menace, je ne dirais pas ça de la sorte. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un conflit de génération par rapport à l'évolution donc, des carrières des jeunes enseignants-chercheurs à l'université? Quand on parle de débat générationnel, et moi je comprends ça dans le sens où il y a des anciens qui ne veulent pas qu'il y ait de la relève. C'est un peu l'impression de certains. Mais vu sous cet angle-là, je ne suis pas tout à fait sûr. Par contre, il peut y avoir des questions personnelles. Et l'homme avec grande tâche étant ce qu'il est, il peut avoir des questions personnelles et des gens peuvent en abuser pour peut-être faire des sortes de règlements de compte. Je vois le problème sous cet angle-là, plus que sous l'angle conflit ancien-nouveau. Pour vous, cet engagement politique, ce n'est pas tombé du néant. C'est d'abord, c'est tout un parcours qui a commencé par le campus déjà en tant qu'étudiant au niveau des organisations d'étudiants. À l'époque, c'était l'ANEB. C'est juste, c'est juste. Et comme tout jeune Burkinabé,
épris de vérité et de justice. Vous savez, lorsque vous avez le bac et vous franchissez les portes de l'université, très souvent, vous partez vers la NEB. Vous n'avez même pas souvent le temps d'attendre que ce soit la NEB qui vienne vers vous. Et c'était notre cas. Et nous sommes allés parce que bien avant les bancs de l'université, nous avons les échos de cette structure-là qui se battaient et qui continuent de se battre pour le bien-être, pour de meilleures conditions de vie et d'études de l'étudiant burkinabé. Donc, c'est de façon naturelle que quand on arrive à l'université, on a envie de s'engager dans la NEB. Du statut d'étudiant au statut d'enseignant aujourd'hui, le regard sur la NEB, ça a changé ou... Non, pas du tout. Pas du tout. La NEB est cette structure-là qui, de mon point de vue, jusqu'à l'heure où nous parlons ici, se bat effectivement pour l'amélioration des conditions de vie et d'études des étudiants burkinabés. Et nous y avons fait nos armes. Et on est rentré militants de base et avec le militantisme à un certain moment, et nous avons occupé des postes de responsabilité. J'ai été pendant 2 ans secrétaire général de l'IGEB, pour ne citer que cela. Et donc, c'est véritablement, comme on le dit, notre slogan, l'IGEB est une école. Et l'étudiant burkinabé doit en être fier. L'IGEB, c'est une école de formation politique surtout. Pourquoi pas? On ne dirait pas non, parce que la politique, pour nous... ça vous donne les armes. Et de façon étymologique. La politique, c'est la gestion de la cité. Et moi, je n'ai aucun inconvénient à voir un étudiant qui arrive à l'université et qui est déjà occupé à voir qu'il y a des... par ici, il y a des salles qui sont mal éclairées. Par ici, il y a des prises qui ne marchent pas. Il y a des étudiants qui n'arrivent pas à venir à l'université parce qu'ils sont dans des conditions de vie très difficiles. Je ne vois aucun inconvénient à ce qu'ils aillent se former dans cette école qu'est l'IGEB. Et aujourd'hui, quand vous voyez toute cette masse critique de jeunes formés dans le cadre justement syndical au niveau de la NEB, de l'IGEB, mais malheureusement, sur le terrain politique, peu franchissent le pas. C'est désolant, non? Peu franchissent le pas pour aller vers le terrain politique. Peu, c'est trop dit, mais c'est ce qui est évident. Ce qui est évident, c'est que l'IGEB reste un vivier de formation politique. Et des dévanciers, d'illustres dévanciers, ont fait leurs armes à l'IGEB et ils ont occupé la scène politique burkinabé. Il faut venir aussi vers la politique. C'est là que l'avenir du pays se décide surtout. Je crois aussi il faut avoir les clés du pouvoir pour... Je crois aussi que oui. Et c'est ce qui a prévalu à notre niveau avec un certain nombre de camarades. Après le tournant historique de l'insurrection populaire, où vous vous rappelez que l'ensemble des états-majors des partis politiques avaient démissionné, une démission qui était totale et collective. Et c'est ce qui a contraint les insurgés, nous étions sur le terrain, à se retrouver devant l'état-major général des armées pour demander à ce que l'armée prenne le pouvoir, non pas parce que tous ces insurgés étaient pour l'armée au pouvoir, mais parce que le pays risquait de sombrer dans un chaos indescriptible. Après ce constat, avec des jeunes, des plus jeunes et des moins jeunes, nous nous sommes retrouvés et nous avons réfléchi. Nous avons pensé que ce qui a conduit à l'insurrection populaire était une soif profonde de changement. Mais le manque, j'allais dire, de cette avant-garde qui devait porter les aspirations profondes des populations-là a fait que
on a fini par avoir recours à l'armée et la suite, vous la connaissez. Et donc, nous nous sommes dit qu'il était temps de penser un appareil politique pour redonner de l'espoir à ce peuple. D'où la création de l'alternative patriotique panafricaine APP Burkindi. APP Un certain Burkindi. 2 juin 2018. 2018. Voilà. 2 juin 2018, le parti donc est très jeune, 1 an, que vous êtes là. Mais quand on regarde votre manifeste, ce sont des idées proches du PCRV, non? Le Parti communiste révolutionnaire voltaïque. Proche, des idées proches d'eux. Ça me surprend parce que je n'ai peut-être pas beaucoup lu les idées du PCRV. Quand on voit un peu les idées mises par le PCRV, à travers notamment parfois des écrits, des tracts, c'est pas loin de ce que vous énoncez dans votre manifeste. Oh, je crains fort que vous n'ayez raison, parce que notre manifeste est une forme écrite d'un sentiment profond de vérité. Est-ce que ce ne sont pas des acteurs du PCRV qui ont décidé de sortir de l'ombre? J'y reviendrai. Mais notre manifeste est la version écrite d'un sentiment profond de changement, de vérité, de justice sociale et de redonner au peuple burkinabé espoir et une voie pour marcher résolument vers des lendemains meilleurs. Vous n'êtes pas la face visible peut-être du PCRV, non? Non. Non. Parce que lorsque je disais tantôt, il se pourrait que dans l'APP Burkindi, il y ait des gens issus du PCRV ou d'autres partis politiques. Ça, c'est fort probable. Toujours est-il que dans notre démarche-là, nous voulons effectivement un rassemblement large de tous ces hommes et femmes qui veulent que le Burkina Faso aille de l'avant et qui, parfois, malgré leur bonne volonté, il y en a qui se sont à un certain moment donné trompés des chemins pour cette libération, pour cette marche en avant du Burkina Faso. Donc, de ce point de vue, il se pourrait qu'il y ait des gens qui soient issus d'autres formations politiques, et il y en a, j'en connais, je préfère ne pas citer de noms ici. Il y en a même qui ont quitté des postes d'un niveau très élevé, mais à un certain moment, ils ont compris qu'ils s'étaient trompés de route. D'accord. Et je termine par dire que, pour la confidence, il y en a qui avaient décidé de raccrocher les crampons politiques parce que dessus de ce qui se passe actuellement, mais qui ont vu à l'alternative patriotique panafricaine l'espoir et qui, malgré leur retraite annoncée, ont décidé de revenir et de se battre à nos côtés. L'espoir, par quoi? Par justement, peut-être, ce n'est que des mots. Votre manifeste, une belle littérature, non? Quelle approche novatrice à l'APP Burkindi? C'est une très belle question. De par notre origine, nous sommes différents. Parce que lorsque vous regardez la composition de l'APP Burkindi, vous remarquerez que ce sont des gens. Il y en a qui, jusqu'à une date récente, n'ont jamais mis pied dans l'arène politique. Parce que justement, quand on parle de politique, c'est déjà ce que vous connaissez comme travers, et qui ont décidé de ne pas s'y engager. Il y en a qui ont fait leurs armes dans les syndicats, dans les mouvements de défense des droits humains, mais qui, à un certain moment, ont pensé que le Burkina Faso mérite mieux que ça. Et leur introspection les a menés
à se dire que leur action, aussi insignifiante que cela peut apparaître, peut faire cette différence-là et peut accompagner le Burkina vers les lendemains meilleurs. Alors, justement, comment vous avez réussi effectivement à remobiliser ces personnes dessus de la politique? Quelle offre politique vous apportez de nouveau? Parce que on parcourt votre manifeste, mais ça ne se ressent pas. C'est un peu comme du déjà entendu, se dire une belle littérature, de belles phrases, de jolis mots. On annonce qu'on a juste des effets d'annonce, d'engagement, mais après, derrière, véritablement, quelle est l'offre véritablement que vous apportez en termes d'alternatives? Votre sentiment est juste, parce que le mot politique n'est pas aussi nouveau. Effectivement, quand moi, à la naissance de l'APP Burkindi, il y a des étudiants qui m'ont pris à partie, parce qu'ils me connaissaient au niveau de l'UGEB, et ils ont demandé, mais est-ce que, docteur, vous n'avez pas trahi en allant faire de la politique? Je les ai compris dans leurs questions, parce que le terme politique a été suffisamment galvaudé sous nos contrées. Et donc, ce que nous disons dans notre manifeste, l'approche novatrice que vous recherchez y existe. Nous avons dit que notre démarche, c'est le Lawol Burkindi, qui veut dire le chemin de la dignité. Et le Oronya, qui est le comportement de l'honneur. Si vous convenez avec moi que beaucoup de belles paroles ont déjà été dites, ça veut dire que ce qui va faire la différence aujourd'hui, c'est la sincérité, c'est le patriotisme, c'est le sens du bien commun des acteurs qui vont faire la différence. Et nous disons que si le peuple nous fait confiance, et comme vous l'avez dit, effectivement, il ne suffit pas de dire que ce n'est pas bien, il faut toujours proposer quelque chose, et parce que c'est au niveau, effectivement, du champ politique que se décide le sort des Burkinabés. Et si le peuple nous fait connaître et nous faisait confiance, nous allons apporter une transformation profonde de cette société. Et ce n'est pas impossible. En attendant, il faut proposer, donner l'envie au peuple de vous faire confiance, c'est-à-dire à travers vos propositions. Absolument. Voyez-vous, je vais vous prendre quelques exemples. Quand vous regardez l'agriculture burkinabé aujourd'hui, j'ai commencé à travailler la terre auprès de mes parents avec la daba. Aujourd'hui, c'est toujours cette même daba qui est utilisée avec quelques évolutions pas notables. Aujourd'hui, l'alternative patriotique panafricaine moderniserait cette agriculture-là. Au jour d'aujourd'hui, c'est possible. Moderniser cette agriculture et créer des pôles de croissance pour que, avec nos plus de 80% de cultivateurs là, nous n'ayons plus à importer de la nourriture. L'idée n'est pas nouvelle, les pôles de croissance. Oui, mais je vous dis que si c'est l'invention de la roue, elle n'est pas toujours évidente. Mais nous disons que lorsque vous dites quelque chose et vous faites le contraire, ça nous pose un problème d'éthique politique. Et c'est justement pour se départir de cette façon de faire-là que nous avons pensé créer un appareil politique et puis apporter cette façon de faire. Vous êtes venu remettre de la morale dans la politique. C'est ce que nous entendons faire. Alors et redonner espoir à ce peuple. Parce que lorsque vous regardez, bon nombre de Burkinabés se tiennent à l'écart de la politique, pour des raisons que j'ai déjà évoquées.
nous pensons que l'alternative patriotique panafricaine revient pour donner espoir à ce peuple-là et pour donner des raisons à ceux qui ne se sont pas jamais engagés en politique de le faire maintenant. Vous parlez d'un rassemblement de citoyens de gauche. Ce n'est pas dépasser ça, les idéologies, aujourd'hui? Non, la question des idéologies n'est pas une question dépassée. Quand bien même le peuple ne se nourrit pas de division gauche-droite. Mais nous parlons de gauche parce que la gauche universelle a ses valeurs qu'il n'est pas possible d'occulter. Ce que nous proposons, nous sommes de cette gauche qui se veut proche des masses. Nous sommes de cette gauche-là qui n'est pas dogmatique et qui va effectivement se présenter dans la réalité du contexte africain et du contexte burkinabé. C'est pourquoi nous disons que nous allons nous inspirer, nous nous inspirons des valeurs traditionnelles qui sont les nôtres au Burkina Faso et en Afrique. Un développement endogène. Un développement endogène. Des valeurs que nos grands-pères nous ont léguées, telles que l'honnêteté, telles que le courage, le sens du bien commun. Nous allons nous inspirer de ces valeurs-là. Nous allons également prendre dans ce que vous avez appelé la gauche les valeurs qui ne sont pas toutes mauvaises, nous allons les prendre et le socle de nos valeurs endogènes-là, nous allons les mettre dessus pour construire une nouvelle façon de voir les choses dans un monde qui se veut suffisamment globalisé. Comment ramener ces valeurs dans un pays comme le Burkina Faso où on a véritablement une crise de valeurs? Oui, nous nous inspirons d'illustres devanciers africains et burkinabés. Lorsqu'on parle de Nelson Mandela, lorsqu'on parle de Kwame Nkrumah, lorsqu'on parle de Thomas Sankara, lorsqu'on parle de Norbert Zongo, ce sont des Burkinabés et des Africains de valeur qui ont su incarner un leadership et aujourd'hui on s'en inspire. Et ceux que j'ai cités l'ont été par l'exemple. Donc, dans un pays comme le nôtre aujourd'hui, où on a l'impression que il n'y a plus de tête ni de queue, nous disons que il faut d'abord l'exemplarité. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de porter du Faso d'Anfani. Bien sûr. Il ne suffit pas de porter du Faso d'Anfani, mais lorsque je porte mon Faso d'Anfani, je le porte de façon sincère. Ce n'est pas parce que je viens à la télé que j'ai porté mon Faso d'Anfani. J'ai été au Rwanda en début mars et j'ai porté le même Faso d'Anfani et les gens étaient nombreux à me poser des questions sur l'origine de mon habit et je me suis senti fier d'être burkinabé. Et c'est de cette façon-là que, voyez-vous, quand on pense que rien ne va, il est bon aussi de s'arrêter et de se regarder dans la glace et de s'asseoir pour se dire la vérité, pourquoi ça ne va pas. Donc, parfois, nous pensons que les solutions se trouvent très loin. En réalité, c'est une fuite de la résolution du problème. Parce que ça demande du sacrifice et ça demande du courage. Et au niveau de l'APP Burkindi,
nous avons le ferme engagement d'incarner ces valeurs-là et pour donner l'exemple. Des valeurs, donc, pour donner l'exemple. Vous parlez d'un front patriotique pour l'émancipation totale et le bien-être de notre peuple. C'est-à-dire? Ça veut dire que dans notre façon de voir la chose, nous ne sommes pas sectaires. Et nous savons que ce qui fait la différence, et ce qui a toujours fait la différence d'ailleurs, c'est les grands ensembles. C'est pourquoi, là j'ouvre une parenthèse, le 3 juin dernier, à l'occasion du premier anniversaire de la création de notre parti, nous avons donné une conférence de presse et dans notre déclaration liminaire, nous l'avons fait ressortir, où nous disions que même ceux qui sont dans des formations politiques aujourd'hui décriées, totalement, j'allais dire, désavouées par notre peuple, nous ne fermons pas la brèche parce que nous savons que l'homme peut se tromper à un moment donné. Et nous avons dit à cette occasion que même tous ceux qui sont dans des situations aujourd'hui de gestion ou d'avoir géré le pouvoir, s'ils ne sont pas trempés dans des affaires sales, de corruption, de crimes économiques et de sang, l'erreur est humaine et l'opportunité leur est offerte pour se ressaisir et de rejoindre les rangs de la l'APP Burkindi pour que nous puissions constituer ce front large qui va apporter les changements au Burkina Faso. Un front large, surtout panafricaniste et progressiste. Panafricaniste et progressiste. J'ai tout de suite parlé des grands ensembles. Lorsque vous regardez le paradoxe africain, ce continent qui est de loin le continent le plus riche sur Terre. Et c'est dans ce continent qu'on trouve la misère la plus noire sur Terre. Pour nous, c'est inadmissible. La faute à qui? J'en arrive. Mais lorsque vous regardez le monde d'aujourd'hui, les micro-nationalités ne sont pas suffisamment... les petits États ne sont pas suffisamment forts pour résister à ceux qui viennent, à ces prédateurs qui viennent nous prendre nos richesses. Ça, c'est une évidence. Il faut de grands ensembles. Il faut de grands ensembles. Il y a déjà ces espaces communautaires qui sont là, la CEDEAO, l'UEMOA. Il faut saluer l'existence de ces espaces-là, mais vous convenez avec moi que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas ce qu'il faut, c'est plutôt... Si c'était suffisant, nous n'en serions pas là. C'est plutôt une fusion pour en faire oui, un seul État peut-être. Il faut qu'on aille vraiment vers un État, les États-Unis d'Afrique. Ça va prendre le temps, mais nous disons qu'il faut que ça arrive. Il faut que ça arrive. Il y a malheureusement ces conflits d'intérêts à n'en point finir. Justement, ces conflits d'intérêts ne doivent pas prendre le pas sur l'intérêt général. Il faut peut-être l'avènement d'une nouvelle génération d'acteurs politiques assez panafricanistes et intègres pour comprendre qu'il faut aller vers ça. La question de l'unité africaine n'est pas une question nouvelle. Parmi les précurseurs que j'ai cités, qui ne sont plus là, il y en a qui sont battus. Il faut susciter pour que ça arrive. De nouveaux hommes, à l'image de ces dévanciers. Oui, ça ne va pas venir d'un coup de baguette magique. Nous le savons bien. Mais nous disons que, et nous l'avons dit, nous voulons du Burkina Faso un maillon solide pour la mise en place de ces États-Unis d'Afrique. Il y a déjà cette intégration économique à travers notamment
la monnaie, le CFA. Comment vous voyez aujourd'hui au niveau de l'APP Burkindi le débat aujourd'hui sur ce passage du CFA à l'éco? La question du CFA est un problème choquant à notre niveau. Parce que il n'est pas possible pour un État d'aller vers un développement sans sa monnaie. Et c'est avec regret que nous constatons que plus de 60 ans après, nous sommes obligés aujourd'hui de continuer de se battre et nos dirigeants en la matière n'inspirent pas confiance. Il y a une prise de conscience, non, au niveau justement de la jeunesse et des organisations qui tentent de mettre la pression. On sent que les résultats commencent à venir. On est en train d'aller vers l'éco. C'est une bonne chose. Les choses bougent, les lignes bougent. Maintenant, l'éco, moi je ne sais pas ce qu'il y a dans l'éco. Mais pour le peu que j'ai vu qui a retenu mon attention, c'est qu'il se pourrait que l'éco reste arrimé à l'euro. Pourquoi? Pourquoi? Si c'est pour changer, décrocher une pancarte et puis raccrocher une autre, ce serait peine perdue. Pour certains experts de la monnaie et certains chefs d'État, il faut, d'accord pour l'approche audacieuse, mais il faut plutôt privilégier l'approche graduelle. L'approche graduelle ne peut pas du tout être occultée parce qu'il y a beaucoup d'imbrications qui font que il faut que les changements s'opèrent de façon progressive. Mais le plus important, c'est que chaque pas franchi doit être un pas sérieux. Ça doit être un pas sincère. Et les débuts déjà pour l'éco, c'est pas rassurant? C'est pas rassurant, je vous l'ai dit. En attendant de voir clair dedans, s'il faut que l'éco reste arrimé à l'euro, je me demande bien pourquoi. C'est peut-être qu'on change de nom. Est-ce qu'on a besoin de faire ça? La question de la parité reste un problème essentiel. Oui, parce que les économistes vous diront que derrière cette question de parité, il y a tout un système de domination et de maîtrise de ces monnaies. C'est le cas aujourd'hui pour le CFA. Et avec les récentes luttes qui se développent là, d'éminents économistes ont donné des conférences où vous tombez à la renverse si vous découvrez pour la première fois ce qui se passe. Donc si c'est pour rester dans le même chemin, ce n'est pas ce que demandent les peuples. D'accord. On va venir pour parler de la gouvernance au niveau de notre pays, puisque vous voulez apporter une alternative, de l'espoir au peuple burkinabé. Ça suppose que vous avez sûrement des choses à reprocher à la gouvernance actuelle. Est-ce que là, c'est une crise de gouvernance, ce que nous vivons actuellement, ou une faillite généralisée de la société burkinabé? Le mot est trouvé. Le Burkina Faso est dans une situation de crise. Et ce n'est pas moi qui le dis. Mais on est tous responsables, non? Ou vous croyez que c'est plutôt la gouvernance qui a le problème? Dans une situation où nous sommes dans le même bateau, effectivement, les responsabilités peuvent être situées. Mais il y a des véritables responsables. La situation de crise actuelle au Burkina Faso est... Permettez-moi de commencer par la crise sécuritaire. Et avant de dire un mot là-dessus, je voudrais très respectueusement, au nom de l'APP Burkindi, s'incliner sur la mémoire de toutes ces victimes, militaires comme civiles, et de cette guerre qui nous est imposée. Ceci dit, nos forces de défense et de sécurité abattent un travail formidable sur le terrain. Et aujourd'hui, le peuple burkinabé
doit réussir à taire ces divergences, quelle que soit la nature, parce que ce sont les fondements de notre nation qui est menacée. Donc la crise sécuritaire est là et elle menace de plomber le développement du pays. Et qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'APP Burkindi pour être dans cette démarche de cohésion sociale, de vivre ensemble, justement, puisqu'on est tous concernés, ce n'est pas seulement l'affaire de ceux qui sont au pouvoir. Dans un premier temps, au niveau de l'APP Burkindi, nous ne sommes pas dans le discours politicien qui consiste à rejeter, par exemple, aujourd'hui, la question de la sécurité pour dire que ce sont nos gouvernements qui ne travaillent pas. Nous sommes à un niveau où nous pensons que c'est l'État, c'est le Burkina Faso, dans ses fondements, qui a attaqué. Et comme je disais tantôt, nous devons pouvoir faire front commun pour résoudre cette question. Et nous n'avons pas manqué, au niveau de l'APP Burkindi, en public, comme dans des cadres plus restreints, d'apporter notre soutien aux forces de défense et de sécurité dans les dures périodes que nous traversons. Ça, ce sont les mots, mais après, dans l'action, auprès des populations, qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'APP Burkindi? Oui, auprès des populations, nous avons développé un élan de solidarité auprès des victimes de cette barbarie. Et en ce moment, nous sommes en train de réfléchir à quelle contribution, aussi modeste soit-elle, nous pouvons apporter aux déplacés qui ont regagné, vous avez suivi, qui ont regagné Ouagadougou en masse. Parce que ces dernières semaines. Le discours divisionniste, ça provient des politiques. C'est pourquoi je dis que nous voulons justement faire la politique autrement. Ça ne consiste pas à dire que c'est le fauteuil présidentiel qui est notre souhait, notre seul souhait. Aujourd'hui, et en tant que journaliste, vous le constatez mieux que moi, il y a des discours politiques incendiaires qui vous amènent à vous interroger même sur l'origine des attaques que vit le Burkina Faso. Nous disons non. Aujourd'hui, le plus important, la priorité, c'est la sécurité au Burkina. Donc nous ne tirons pas, comme je l'ai dit, nous ne tirons pas à boulet rouge sur la gouvernance par rapport à la sécurité, mais nous invitons plutôt à ce qu'on resserre les rangs pour apporter le soutien matériel et moral nécessaire à nos FDS qui, je suis convaincu, s'ils ont ce soutien-là, viendront à bout de cette idée terroriste. Il y a... Mais j'ajoute que dans cet élan, la lutte ne peut pas être seulement militaire. Et quand à l'APP Burkindi nous parlons de valeurs, nous étions encore petits. Mais dans nos villages, si un voleur rentre dans une cour une nuit, si l'alerte est donnée, les villages sont souvent distants de 10-15 km, mais avant le petit matin, quelle que soit la direction que le voleur a pris, il sera retrouvé et mis aux arrêts. Il n'était pas possible de rentrer dans un village et de commettre un crime de quelque nature que ce soit et puis se sauver tranquillement. Où se trouve le Burkinabé d'alors? Qu'avons-nous fait de ces valeurs-là pour qu'aujourd'hui, des bandes entières puissent arriver dans une agglomération, et pas des moindres, semer la désolation et repartir tranquillement? Un appel donc à nous réapproprier nos valeurs. L'actualité, c'est aussi cette dizaine de morts suite à une garde à vue. C'est juste. Nous avons
à travers les médias, appris cette triste nouvelle et nous profitons de votre antenne pour présenter nos sincères condoléances aux familles éplorées et dire tout de suite que plus jamais ça. Parce que, en attendant que les enquêtes nous disent ce qui s'est passé, nous n'arrivons pas à comprendre véritablement comment est-ce possible. Ceci dit, ça pose le problème de la drogue dans notre pays. Et avant de parler un peu de cette situation de drogue-là, est-ce que vous réalisez que les alcools prélatés sont en train de décimer la jeunesse de ce pays? Sur une chaîne de télévision, j'ai suivi un reportage. Ça, c'était à Ouagadougou. Mais les gens se meurent à petit feu. Qu'est-ce que nos dirigeants font pour arrêter ça? Est-ce que ça coûte véritablement quelque chose de rompre la chaîne de transmission de ces alcools prélatés? Ça, c'est un autre débat qui est posé, mais en attendant, c'est aussi le problème posé, c'est la question des gardes à vue et des détentions dans nos prisons, les conditions, ça aussi c'est une réalité. Et pour poursuivre la question de la drogue, dans les espaces verts de Ouagadougou et même dans certains lycées, des jeunes se regroupent et fument la drogue. C'est des réalités connues. Mais qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui est fait au niveau de l'État? C'est là toute la question. Et c'est là que ça nous pose fondamentalement problème, parce que ce qui s'est passé, c'est le corollaire de tout ça. C'est le corollaire de tout ça. Et nous nous interrogeons véritablement, est-ce que, très souvent, quand vous demandez des solutions, le manque de moyens est vite trouvé, le manque, etc., etc. Mais est-ce que véritablement, pour lutter contre les deux fléaux, la question des alcools prélatés, et je vous dis que dans les villages, c'est souvent encore plus décevant, la question de la consommation de la drogue, est-ce que l'État n'a véritablement pas les moyens pour venir à bout de ce fléau? D'accord, on espère. Ça pose également, là pour répondre à votre question, la question des conditions dans nos établissements pénitentiaires et dans nos commissariats pour les gardes à vue. Et lorsque les gens n'intègrent pas que, même si on est en garde à vue, même si nous sommes en détention, il y a quand même les droits élémentaires de l'homme qui doivent être encore respectés. Lorsque ça s'est foulé aux pieds, ça pose fondamentalement problème et ça crée de tels drames. D'accord, on va évoluer. Là, c'est aussi la question de la corruption, de l'impunité. Quel remède d'un choc? J'ai tantôt parlé de la gouvernance par l'exemplarité. Aujourd'hui, il y a un problème de fermeté. Il y a un problème de fermeté dans la gestion des questions de justice et de beaucoup d'autres affaires. Vous avez des annonces sans effet. Vous avez même des conseils de discipline qui se tiennent et c'est suffisamment inquiétant, et notamment au niveau de la justice, sur un certain nombre de magistrats. Et la suite, personne, on a l'impression que c'est des dossiers qui sont rangés aux oubliettes. Nous pensons que la meilleure façon de lutter contre la corruption, c'est de donner l'exemple et c'est de châtier effectivement tous ceux qui sont pris dans des faits avérés de corruption. Il faut que le droit soit dit.
Maintenant, quand on a comme l'impression que des gens, de grands délinquants au col blanc, peuvent par détour d'1 ou 2 mois se revenir et narguer la population, et les délits d'apparence, et rien n'est fait, naturellement, c'est des situations qui encouragent la corruption et le détournement. Donc, nous prenons la fermeté et l'exemplarité pour arriver à bout de ces fléaux. Un dialogue politique est actuellement engagé. L'espoir, c'est peut-être là l'espoir pour nous sortir d'affaires. Je ne connais pas le contenu du dialogue politique. On parle du code électoral, on parle de la situation nationale. De notre point de vue, c'est dommage qu'aujourd'hui, il y ait ces assises-là et qu'on parle du code électoral. La question sécuritaire, à elle seule, devait être un sujet qui puisse réunir l'ensemble des Burkinabés autour d'une table. Elle fait partie intégrante de ce dialogue. Oui, mais c'est pas qu'est-ce qu'on fait de la hiérarchisation des problèmes? On ne va même pas l'épuiser. Si c'était le seul point à l'ordre du jour, je ne suis pas sûr qu'on puisse l'épuiser. La réalité, c'est que les problèmes, justement, vous parlez de la sécurité, ce sont des problèmes déjà connus. Les solutions, ce n'est pas ça aussi qui a manqué, mais c'est peut-être dans l'opérationnalisation. C'est tout là le problème. La réalité aujourd'hui, c'est peut-être un problème de mobilisation de l'ensemble des Burkinabés pour voir les choses dans la même direction. Sans cela, c'est nécessaire de dialoguer. C'est pourquoi nous pensons qu'aujourd'hui, de telles assises, non seulement au niveau des acteurs, ne devaient pas se limiter aux politiques, mais devaient être étendues à toutes les couches du pays, de ce peuple-là. Et le seul point qui vaille aujourd'hui, c'est la question de la sécurité. Le code électoral, le vote des Burkinabés de l'étranger. Dans ces conditions-là, et si la situation sécuritaire connaissait une dégradation plus poussée, vous pensez qu'il y aurait des élections? Donc, somme toute... Sans élection aussi en 2020, on pourrait engendrer une autre crise qui ne serait pas favorable justement. De quelle nature? Une crise politique qui pourrait ne pas être favorable justement à la lutte contre l'insécurité. Oui, mais si la situation sécuritaire ne vous permet pas de faire des élections, c'est le plus urgent. Et c'est pourquoi il faut en discuter. Il faut en parler tous les deux. Et si ça peut engendrer, et si la question sécuritaire peut engendrer le fait qu'il n'y ait pas d'élection, et le fait qu'il n'y ait pas d'élection peut encore engendrer une crise politique, c'est encore une raison de s'asseoir et de discuter, de prioriser cette question-là avant de regarder les questions connexes. Et peut-être que si la crise politique est résolue et que tout le monde s'entend, on peut faire mieux face à la situation sécuritaire. C'est aussi l'autre démarche qui est possible. Mais cette façon de voir les choses n'est pas la meilleure pour une nation. Je l'ai dit tantôt, lorsque vous êtes menacé sur vos fondements, l'opportunité, pour une fois, devait amener les acteurs à défendre le Burkina Faso. Quand je dis Burkina Faso, c'est la lettre capitale. Et non penser que la résolution de nos querelles internes pourrait être chose. Alors, ça pose alors vous un ne problème. comprenez pas, par exemple, les luttes syndicales qui se mènent actuellement. Pour vous, tout le monde devrait plutôt voir la question sécuritaire? La question de la lutte syndicale est une question qui m'amène encore à parler de l'exemplarité et de l'éthique de la gouvernance. Parce que quand vous dites aux travailleurs de faire un sacrifice parce que le pays est dans une situation difficile, un bon esprit peut comprendre ça. Mais si au même moment,
on voit que ceux qui sont de l'autre côté ne s'en privent pas. Il est difficile de dire qu'on va demander le sacrifice aux autres et pendant qu'on se permet tout. C'est peut-être aussi ça qui fait que c'est difficile donc de se retrouver dans un consensus autour de la lutte contre le terrorisme. À ce niveau, nous n'avons pas un avis contraire. Ça pose effectivement le problème. Si, de l'autre côté, le syndicat dit que, au niveau des dirigeants, on demande le sacrifice et on ne donne pas l'exemple. Au niveau des dirigeants, effectivement, on ne fait que demander, on ne fait pas d'effort pour aplanir les divergences avec les syndicats. On ne fait que demander la trêve sociale. À la fin, qu'est-ce qu'on fait? C'est pourquoi, de part et d'autre, il faut prioriser l'intérêt supérieur de la nation. Et on a beau accuser les acteurs, la responsabilité aujourd'hui de la gestion du pays revient à nos dirigeants actuels qui doivent effectivement donner l'exemple en termes de sacrifice et en termes de volonté, de dialogue sincère pour qu'on puisse sauver ce pays-là. L'APP Burkindi, en 2020, justement, puisque vous voulez apporter un vent nouveau dans la gouvernance, d'abord, quel enracinement au plan national pour un parti qui aspire donc à briguer la magistrature suprême aujourd'hui? Vous n'avez qu'un an. Est-ce que vous êtes suffisamment implanté? Ou alors on est juste à Ouagadougou et on se contente de faire des déclarations de presse? Nos militants font un travail formidable d'implantation du parti à l'intérieur du pays. Et pour un parti qui n'a qu'un an, nous pouvons nous satisfaire, nous pouvons nous féliciter, disons, du travail qui est abattu et inviter l'ensemble des militants à poursuivre le travail d'implantation. Vous êtes implanté dans combien de régions? Lorsque vous prenez les 13 régions du Burkina Faso, là où nous n'avons pas de structure, nous avons au moins un comité d'initiative. Nous sommes au centre, nous sommes à l'ouest et demain, samedi 20, nous implantons la fédération de l'Est. Le Nord, c'est pour bientôt. C'est pour vous dire que ce n'est pas de l'autosatisfaction. Mais pour un parti qui n'a qu'un an et qui n'a pas les gros moyens, nous avons une implantation qui est à saluer et nous invitons nos militants à poursuivre le travail sur le terrain. Aurez-vous un candidat en 2020 et quel profil de candidat à votre avis? Avant de répondre à votre question, je dirais que la priorité pour l'APP Burkindi, c'est le retour du pays à la stabilité. Ça, c'est un fondamental à notre point de vue avant qu'on ne puisse parler des élections. Pour vous, 2020, ce n'est pas une préoccupation pour l'instant? Notre préoccupation majeure, c'est la sécurité du Burkina Faso. Il y aura des élections en 2020. Comment vous faites? Si les conditions sécuritaires le permettent, et nous l'espérons bien pour notre pays, et qu'il y a élection, nous serons partants et nous aurons un candidat. À la présidentielle? Vous aurez un candidat? Oui. Le président du parti? Pas forcément. Nous nous acheminons vers un congrès où nous allons effectivement décider si élection il y a, de quel candidat présenter. Quel profil du candidat pour vous, pour la présidentielle? Nous avons déjà les profils. Le fait d'appartenir à l'APP, c'est déjà le profil idéal. Ça veut dire que c'est un candidat intègre, courageux, qui jusqu'au jour d'aujourd'hui est irréprochable sur des questions de mauvaise gestion, sur des questions
de corruption et de crime de quoi que ce soit, ce sera un candidat propre que nous allons présenter au peuple burkinabé. Et pour gagner les élections en Afrique, vous le savez bien, il faut, ce n'est pas seulement en Afrique, il faut les moyens. Avez-vous les moyens de votre politique? Pour nous, les premiers moyens, c'est les ressources humaines. Et nous les avons. Chaque jour que Dieu fait, les rangs de l'APP burkinabé et de l'APP burkindi se renforcent. De ce point de vue, nous sommes très confiants. Lorsque vous parlez de moyens, j'imagine que c'est les moyens financiers. Tout à fait. Et nous ne sommes pas également fébriles par rapport aux moyens financiers. Vous en avez? En avoir, c'est trop dit. Mais pour aller auprès des populations, pour leur présenter notre alternative, nous aurons les moyens. Et ces moyens, tenez-vous bien, nous avons confiance que ces moyens viendront de ces populations. Vous vous rappelez de Barack Obama aux États-Unis? Ça, c'est un autre contexte. C'est le peuple américain qui avait foi à un candidat qui a cotisé qui $1, qui $2 pour donner les moyens. Notre peuple au candidat. a un quotidien déjà difficile à gérer et n'allez pas demander aux populations de Mais il se n'y a saigner pas. encore davantage pour financer votre campagne. Ne voyez pas ça sous cet angle. Voyez ça sous l'angle où un peuple se reconnaît en une formation politique et en un leader. Pour un tel peuple-là, aucun sacrifice n'est de trop. Et nous avons confiance à ce peuple. Avec une culture démocratique à même de permettre à ce peuple de mettre la main à la poche pour vous aider. C'est plutôt, ce qu'on constate, c'est que c'est plutôt les partis politiques qui donnent l'argent, qui achètent les voix. Mais nous sommes là justement pour ne pas acheter des voix. Nous sommes là pour ne pas acheter des voix. Nous sommes là pour dire à l'électeur, voici là où se trouvent tes intérêts et il faut y aller. En réalité, l'APP Burkindi se veut comme étant le porte-parole de ce peuple-là qui va justement rompre avec cette façon de faire la politique. D'accord. Nous n'allons pas distribuer des billets de banque pour demander à être élus, mais je vous promets, nous serons élus. D'accord. Ah, vous serez élu? Je vous le promets. Vous allez battre Roch Christian Kaboré? En 2020, si on est candidat. D'accord. On est en fin d'émission. Vous allez nous dire ce que vous pensez du sankarisme aujourd'hui. Et de notre point de vue, Sankara, c'était quelqu'un qui avait des convictions et qui avait aussi un comportement. La question qu'on peut se poser, est-ce qu'aujourd'hui, le sankarisme tel qu'il est développé colle avec les pratiques du président Thomas Sankara? D'accord. Le professeur Alkassou Maïga, ministre en charge de l'enseignement supérieur? C'est notre ministre de tutelle. Et pour ce que j'ai pu observer depuis son arrivée, on sent de la volonté dans cette nouvelle façon de faire. Pour terminer, Roch Christian Kaboré, président de Faso. C'est le président de tous les Burkinabés qui est arrivé dans un contexte, il faut le dire, particulier, mais nous pensons qu'il peut faire mieux. D'accord. Merci d'être passé dans le fauteuil blanc ce soir. C'est moi qui vous remercie pour la tribune offerte. Merci. Je rappelle que nous étions avec le premier vice-président de l'alternative patriotique panafricaine Burkindi, APP Burkindi, le docteur Nagesba Issoufou Tawo. Merci de nous avoir suivis. Excellent sur le programme sur notre chaîne. Bonsoir.